messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Regard panafricain sur For You Radio. Vous nous regardez également via nos différentes plateformes For You Media Africa et puis nous écoutez sur notre radio, sans oublier que partout dans le monde, vous pouvez être connecté sur nos différents médias via l'application For You téléchargeable sur Play Store. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Nous parlons de Bamako qui refuse le statut de porte-plume de Paris. Ouagadougou qui dénonce les accords militaires de 1961. Paris est donc sur une mauvaise pente. On s'interroge dans cette émission. Pour rappel, le Mali, en date du 15 août 2022, avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU sur une agression française et un soutien au terrorisme sur son territoire avec preuve à l'appui. Saisie qui n'a jusqu'ici pas donné de suite. Le Burkina Faso, quant à lui, a décidé de dénoncer, comme je le disais tout à l'heure, l'accord d'assistance militaire technique conclu à Paris le 24 avril 1961 entre la République de Haute-Volta et la République française. Le ministre des Affaires étrangères a donc décidé d'écrire au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française afin de demander le départ définitif de tout ce qui concerne les militaires français sur le territoire burkinabé, et ceci dans un délai bien sûr d'1 mois suivant sa prescription, et bien sûr continue de demander que les dispositions diligentes soient respectées. Que se passe-t-il aujourd'hui en Afrique? Est-ce que l'Afrique est-elle décidément décidée, pardon pour la tautologie, elle donne un autre sens à ce que je m'apprête à dire, à se séparer définitivement de la France? L'on s'interroge bien sûr dans cette émission. Et aussi, s'il fallait mentionner d'autres points, il faut rappeler que le Mali avait déjà dénoncé plusieurs agressions de la France sur son territoire, et ces différents actes, aussi bien du Burkina Faso que du Mali, arrivent au moment où la France, ou alors le président français, est sur le territoire africain. Est-ce que ces deux actions sont liées avec la présence française sur le territoire pour porter un message un peu plus fort? Eh bien, tout cela, on essaiera de le comprendre dans cette émission, ou du moins de passer tout cela sous le regard panafricain du docteur Yam Timba, qui est notre invité ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Madame Bégoudé et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. On démarre les hostilités comme d'habitude après ce générique. Dans cette dernière édition de la semaine de Regard panafricain, nous recevons le docteur Yam Timba. Il est économiste et chercheur, surtout un observateur averti des situations en Afrique. Alors, messieurs, avec vous, nous parlons de ces deux réactions du Burkina Faso et du Mali envers la France. Comment déjà comprendre, est-ce que, peut-être la question c'est pas comment comprendre, mais faut-il lier ces deux réactions à la présence française en Afrique actuellement? Est-ce un message particulier? Écoutez, faut-il lier à la présence française, bien sûr, puisque on ne parle pas de la présence suédoise ou de la présence mongole. Je parle de la présence actuelle. Oui, bien sûr, c'est de la présence française actuelle. Oui. Donc, c'est tout à fait clair que c'est lié à ça. Mais de manière générale, je pense qu'il y a une dynamique panafricaine et transafricaine qui exige aujourd'hui la souveraineté des États africains et qui va utiliser tous les moyens et toutes les ressources dont disposent les États africains pour se débarrasser des derniers vestiges de la colonisation. D'accord. En tout cas, on comprend que c'est un message bien adressé à la France ou alors au président Emmanuel Macron et bien sûr les différentes
couche diplomatique afin que le message soit directement passé à qui de droit. Lorsqu'on parle déjà, pour commencer peut-être par le Burkina Faso, lorsqu'on parle de ces accords de 1961, on parle de ces accords qui n'autorisaient pas les pays africains qui étaient entre guillemets dans un précaré ou alors une sorte de chasse gardée à ne pas s'attacher ou alors à ne pas faire de partenariat militaire avec d'autres pays, et aussi de toujours mettre à la disposition du pays français des hommes, disons-le ainsi, pour peut-être défendre la République française en cas de besoin. Bref, on parle de tous ces accords différents là avec lesquels aujourd'hui le Burkina Faso veut définitivement rompre. Sans oublier qu'il y a quelques semaines déjà, il avait été donné un délai d'1 mois à la France pour libérer le plancher. Cette fois-ci, cette lettre adressée par le Burkina Faso, elle marque définitivement une rupture publique, un divorce totalement signé. Mais d'une partie. Non, pas du tout. Il y a des conditions de résiliation des accords et des contrats. Oui. Donc, je crois que c'est ce que le Burkina Faso a respecté. Et tous ces accords-là, acceptent ou stipulent que que les délais d'1 mois est celui de, si vous voulez, du démantèlement de tout ce qui pourrait être, tout ce qui fait l'objet de ces accords-là. Donc, je crois que l'évolution de l'Afrique aujourd'hui va dans le sens de l'autonomie, si vous voulez, de la décision autonome, volontaire, personnelle de nos États. Et tous ceux qui auraient des accords, dans le cas d'espèce du type accord de défense tel que ce que le Burkina rejette ou résilie, eh bien, je pense qu'ils devraient le comprendre et essayer de libérer effectivement le territoire du Burkina Faso. Mais ces accords disent quoi en gros? Ces accords disent en gros que le Burkina Faso devrait s'équiper prioritairement en armes auprès de la France, oui. Ne requérir des services de formation que prioritairement, d'ailleurs exclusivement à la France. Ce pays devrait également recevoir des coopérants, dont l'assistance technique militaire de la France uniquement, oui. Et ce qui veut dire au fond que, en fait, ce pays s'engage à ce que la France contrôle sa défense, son armée, ses équipements, sa formation. Évidemment, le Burkina Faso aujourd'hui estime que c'est quelque chose qui est inacceptable. Je rappelle que ces accords avaient été mis en difficulté sous Sankara et que Blaise Compaoré les avait réhabilités. Et aujourd'hui, on comprend très bien que nous sommes dans une dynamique révolutionnaire qui a à peu près la même coloration que celle du temps de Sankara, oui. Et que tout naturellement, il va falloir que la France s'y fasse, parce que c'est une dynamique qui vise la souveraineté du Burkina Faso. Et ces éléments, vous le voyez très bien, empêchent, disons, si vous rapportez ça au conseil que le Mali donnait au Premier ministre Choguel Maïga, donnait au Premier ministre burkinabé, en lui disant, vous devez compter sur vous-même, ne comptez sur aucune armée extérieure. En fait, c'était relativement à ça. C'était pour dire, vous ne pouvez pas compter sur un coopérant qui... Jamais ne mourra pour vous. Non seulement ne mourra pour vous, mais organisera le désordre qu'il y a chez vous, puisque vous vous souvenez fort bien que le Mali, lui, en août de l'année dernière, a accusé la France de ces plaintes de la France qui, comme étant en fait l'une des sources ou la source de déstabilisation du Mali, et qui violait l'espace du Mali et avait des relations douteuses avec les groupes appelés des groupes djihadistes terroristes. Donc, en réalité, le Burkina, qui était déjà dans une dynamique, la dynamique de se débarrasser de la France,
a simplement mis en place le même rouleau compresseur de l'escalade que le Mali avait utilisé. On commence par faire partir les forces spéciales, oui, dont l'opération Sabre, les 400 qui étaient, et ça permet de révéler les défaillances dans le dispositif français. Ils sont incapables de démanteler et de libérer le territoire en un mois. Ils sont obligés de faire appel à des consultants privés par la suite quand les soldats sont partis pour pouvoir démanteler la base. Et ensuite, le Burkina, ayant étalé cela aux yeux de sa population, dit maintenant les coopérants doivent partir. Mais pourquoi faire partir les coopérants? On fait partir les coopérants parce que, en fait, naturellement, si vous avez des gens qui sont des coopérants militaires, des coopérants techniques pour votre armée, ça veut dire que ces gens-là disposent de tous les renseignements confidentiels qui concernent votre armée, c'est-à-dire ses effectifs, son équipement, ses mouvements, son déploiement, ses capacités opérationnelles et ses capacités de projection, mais également, si vous voulez, son niveau de technicité et également ses objectifs et sa stratégie surtout. Donc, c'est tout cela dont le Burkina Faso veut se débarrasser en fait. Oui. Et je pense qu'il ne viendra à l'idée de personne en France d'imaginer que la France puisse avoir des coopérants techniques dans son armée. Donc, le Burkina se comporte là comme n'importe quel État souverain et n'importe quel État avisé qui estime que les questions de stratégie militaire, les questions de sa défense relèvent de sa souveraineté pure et simple. N'oubliez pas le triptyque de la souveraineté, la défense, la justice, la monnaie. Et donc là, vous voyez très bien que la défense du Burkina Faso était noyautée par ses coopérants techniques qui inspirent la stratégie, mais qui inspirent également les achats, qui inspirent aussi la formation, qui vous disent de spécialiser votre armée dans telle ou telle chose et pas dans telle autre, oui, alors que vos besoins peuvent ne pas correspondre tout à fait à cela. Et ces coopérants qui vont peut-être, qui constituent également une centrale de renseignement pour la France au cœur du dispositif de défense du Burkina Faso. Et lorsque le Burkina Faso décide aujourd'hui de dénoncer ces accords du 24 avril 1961 conclus à Paris, c'est qu'en fait, au-delà de cette dénonciation, il s'agit là d'un arrêt total de ces accords justement. Mais est-ce là la seule démarche à suivre pour que justement il y ait cette effectivité? C'est vrai, il y a un délai pour le départ d'1 mois. Là maintenant, il y a encore un délai pour la présente dénonciation, c'est-à-dire 1 mois à nouveau. Mais n'y a-t-il pas quelque chose peut-être de plus fort à faire par le Burkina Faso? Pas nécessairement. On peut mettre en place une stratégie de l'escalade. On commence par une chose, il y en a une autre, et encore une autre. Les plus longs voyages commencent par un simple pas. Oui. Un pas après un autre. On ne court pas. Et on s'assure à chaque fois d'avoir réalisé le premier pas, d'avoir bien posé le pied, d'avoir ses appuis et de bien maîtriser le terrain, que ce n'est pas du sable mouvant, que ce n'est pas de la boue, que ce n'est pas glissant, que ce n'est pas escarpé, etc. Et on fait le prochain pas. Et il est clair et évident que le Burkina Faso va aller progressivement. Mais là, le Burkina est d'abord légaliste. Ce sont les dispositions des accords qu'il est lié avec la France qui sont utilisées. Donc, ces dispositions étant utilisées, eh bien, le Burkina dit l'accord d'installation de Sabre, vous avez 1 mois pour partir. Les coopérants techniques, vous avez 1 mois pour partir. C'est ça qui est dans les contrats. Donc, maintenant que c'est fait, le Burkina pourra passer à autre chose. C'est-à-dire que pour que le Burkina puisse, par exemple, s'équiper en dehors de la France, ce contrat-là ne doit pas exister. Cet accord ne doit plus exister. Oui. Si le Burkina doit envoyer ces jeunes gens en formation, je vous rappelle que le Burkina vient de lancer un recrutement de 5000 militaires qui vont servir dans les zones dans lesquelles ils résident. Ça permet d'anticiper sur, disons, d'économiser la formation sur la connaissance du terrain, puisque ces gens-là connaissent très bien le terrain, ils vont servir dans les zones dans lesquelles ils vivent. Alors, ces jeunes gens vont être formés, et ils ont besoin certainement d'une formation très particulière sur une ou deux techniques très précises, très particulières et totalement adaptées à la situation actuelle. Eh bien,
peut-être que la France ne sait pas les former là, sur ces questions-là, et peut-être que le Burkina n'a pas forcément besoin que la France le sache. Et donc, qu'est-ce que le Burkina va faire sur le plan stratégique? Il va d'abord dénoncer un accord, faire partir les Français, et pouvoir donc organiser une formation qui correspond à sa stratégie et qui correspond à ses propres attentes et à ses impératifs de sécurité, qui ne sont pas forcément les impératifs de sécurité de la France. Donc, ça c'est les premières choses à faire. Si le Burkina veut s'équiper en armement, tant que cet accord est en vigueur, le Burkina ne pourra pas s'équiper ailleurs. Parce que après la France pourra toujours le lui opposer, ce n'aura peut-être pas grand effet et tout ça, mais il vaut mieux être légaliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous le reprocher demain. Et donc, ils vont pouvoir maintenant commander des armes qui viennent d'ailleurs, en toute légalité, en toute liberté. Parce qu'ils se sont débarrassés d'un cadre contraignant, d'une camisole de force qui les empêchait de s'approvisionner ailleurs. Et puis, il y a une troisième chose, c'est au niveau du secret, donc de la maîtrise du renseignement, ils vont devoir gérer eux-mêmes leurs propres renseignements. Et ils ne vont plus s'appuyer sur les Français pour les renseignements. Je crois que les 51 soldats qui sont morts dernièrement, ça leur a donné le sentiment d'une sorte de trahison. Et peut-être que la France n'était plus à la hauteur. En tout cas, ils ont le Mali qui est à côté, qui les inspire et qui leur exprime, qui leur permet de voir un certain nombre de choses. Et donc, tout d'un coup, ils sont obligés de s'adapter et de pouvoir, en fait, se débarrasser de quelque chose qui les empêche de se mouvoir. Parce que le risque, ou disons, la conséquence la plus importante de tout ce qui se fait là, c'est que le Burkina n'a tout simplement pas la possibilité de se déployer de façon autonome et comme il le voudrait bien. Voilà, merci Dr Yamtimba pour ce premier jet. Mais alors, on peut dire que ce divorce qui est entamé a été tout bonnement préparé par le pouvoir actuel du Burkina Faso, car il faut le rappeler, tout cela arrive à un moment où vous avez parlé tout à l'heure des 51 soldats, et puis on reviendra bien sûr sur les difficultés sécuritaires actuellement du côté du Burkina Faso. Certains diront peut-être que c'est ne pas mettre un pas avant l'autre au moment où on a bien l'impression que dans la lutte anti-djihadiste du côté du Burkina Faso, eh bien, il y a un peu plus d'exaction du côté des djihadistes, et donc ça pourrait fragiliser peut-être les forces armées burkinabées, mais ce divorce entamé, comme je le disais, il a été tout bonnement préparé. Vous avez l'impression par le pouvoir du Burkina Faso. C'est bien réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé spontanément. Un gouvernement, il a quand même des gens qui occupent des postes qu'on appelle, par exemple, conseillers techniques, par exemple, chargés d'études. Par exemple, nous avons quand même dans le cadre à la présidence et au ministère de la Défense, il y a des gens qui sont censés faire de la prospective, qui sont censés travailler sur la stratégie. Donc, ils se sont rendus compte, certainement, qu'il y avait des fuites d'informations. Ils ont peut-être remarqué qu'ils n'étaient pas efficaces comme ils aimeraient bien l'être, et ils ont essayé d'identifier les contraintes, les barrières, les difficultés, qu'est-ce qui constituait des blocages, et puis qui les mettait dans l'incapacité de performer au niveau où ils souhaiteraient performer. Ils ont certainement dû identifier tous les risques qui minent leur action, et ils ont élaboré un certain nombre de réponses à ces risques-là. Et l'une de ces réponses était certainement de dire, nous devons, enfin, vous parlez de divorce, peut-être pas un divorce. Un divorce, ça donne la possibilité qu'on a des enfants et puis on est lié par quelque chose qui va rester. Non, enfin, il s'agit d'une rupture de relation qui, sur le plan militaire, qui vont donc permettre au Burkina Faso de se déployer convenablement, de se déployer comme il le souhaiterait en fonction d'une stratégie propre qui vise donc à améliorer, si vous voulez, disons, à créer une montée en puissance de l'armée, à améliorer le contrôle du territoire et à pouvoir défendre à terme de façon efficace et totalement absolue leur population.
Docteur Yamtimba, cette rupture, comme vous préférez l'appeler, justement, est-ce qu'elle donne directement des débouchés sur des partenariats et des coopérations plus fortes avec la Russie? C'est une possibilité, tout au moins ça ouvre une perspective. Tout au moins ça donne la possibilité de le faire. Oui. On peut aujourd'hui, après ça, le Burkina peut le faire. Et puis il y a autre chose. Il faut considérer que il n'y a pas de djihadistes. C'est un discours très occidental en fait. Il n'y a pas de djihadistes. Ni de terroristes. Il y a peut-être des terroristes et des mercenaires, mais il n'y a pas de djihadistes. Parce que aller dans le Sahel, ces gars, ils ne construisent pas des mosquées. Ces gars ne distribuent pas des courants. Ces gars ne font pas des prêches enflammées. Ces gars-là, ça ne les intéresse pas, ces affaires-là. Les questions religieuses, c'est très très loin de ce qu'ils font au quotidien. Ce qu'ils font au quotidien, c'est de la guerre. Et le djihad, c'est pas de la guerre. C'est autre chose. Oui. Donc ces gens, de façon très commode, ceux qui ont bien envie de continuer à rester, vont les appeler djihadistes, mais c'est pour faire appel aux bas instincts, l'instinct religieux, la peur du paradis, de ne pas aller au paradis, la peur d'aller en enfer. C'est à ces bas instincts qu'on fait appel, et ça a tendance à décourager justement la résistance. Et aujourd'hui, la réaction de l'État burkinabé montre clairement qu'ils ont bien envie, eux, les dirigeants burkinabés, de galvaniser la résistance, de faire appel pas à des bas instincts, mais de faire appel à des dispositions spirituelles plus hautes, à des comportements et à des attitudes de citoyens qui vont leur permettre de reprendre le contrôle de leur territoire. Donc, il n'y a pas cela. Et puis, l'autre chose, vous parliez de perspectives en termes de partenariat à travers le monde. Je pense qu'en fait, il est évident que ces partenariats, pour la plupart, certains sont déjà en cours, parce qu'on a noté quand même des roulements d'aéronefs russes à Ouagadougou au cours du mois qui s'achève, et je pense que tout cela ira se consolidant. Et cette consolidation va certainement aider le Burkina Faso à sécuriser tout son territoire. Nous devons savoir aujourd'hui que le monde est multiple. Le monde est multipolaire. En tout cas, il l'est devenu. Il en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'accepter. Oui. Le monde est devenu multipolaire, et puis la multiplication des partenariats stratégiques au niveau mondial permet effectivement ça permet de se donner beaucoup plus de moyens pour affronter les menaces sécuritaires auxquelles ces pays sont confrontés. Donc, ils vont y arriver, mais il n'y a pas que la Russie ou la Chine. C'est vrai que c'est la bête noire que tout le monde craint, mais il y a d'autres pays qui peuvent être appelés à la rescousse, certains pays d'Afrique qui peuvent donner un coup de main. Mais le Burkina Faso avait une camisole de force, était dans une camisole de force, il fallait s'en débarrasser. Et aujourd'hui, il faut dire que le train est bien en marche pour se débarrasser de cette camisole de force. Après le retrait, justement, demandé de la force Sabre, voici d'autres retraits également demandés, mais aussi une dénonciation de cet accord d'assistance militaire technique qui permettra, avec vous, on l'a bien compris, docteur Yamtimba, au Burkina Faso de maîtriser son armée et à l'armée de maîtriser ses renseignements et de les contenir beaucoup plus. Parce que justement, pour faire une sorte de liaison, voilà, c'est le mot que je cherche, avec le Mali, c'est que Bamako avait déjà dénoncé aussi des incursions à l'intérieur des détails assez privés pour l'armée de Paris sur son territoire, ce qui débouchait justement sur ce soutien envers les terroristes qui sont déjà sur le territoire malien. Alors voilà le Burkina Faso bien paré. Je pense que je vous ai parlé de dynamique. Il y a une dynamique qui est en cours, et cette dynamique, elle est révolutionnaire. Elle est de nature à sortir l'Afrique des derniers vestiges de la colonisation qu'on regroupe globalement sous le néocolonialisme. Donc il faut arriver à sortir l'Afrique de là, et ça va commencer de manière telle que on dénonce un certain nombre d'accords qui muselaient justement, qui étouffaient peut-être,
qui étouffait effectivement l'Afrique sous une domination qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous êtes un pays censé être indépendant et souverain, mais toute votre armée est contrôlée par un autre pays, votre monnaie est contrôlée par un autre pays. Il y avait même des coopérants dans le système judiciaire. Ce qui veut dire que en fait, on ne pouvait condamner que ce qu'on pouvait condamner. Vous savez très bien que il y avait des dispositions très bizarres où, par exemple, un Français ne pouvait pas être poursuivi dans nos pays. C'est une disposition particulièrement raciste pour dire que des Noirs ne peuvent pas juger un Blanc. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Le monde change. Le monde est nouveau. Les Africains ne sont plus les mêmes. Vous n'étiez pas là quand il y avait la colonisation. Vos parents l'ont subi, vos grands-parents l'ont subi. Mais vous dites aujourd'hui, je ne veux pas du tout vivre sous la colonisation. Il n'est pas possible que je laisse ça à mes enfants. Donc, vous vous battez pour que l'Afrique se libère et devienne effectivement un continent de souveraineté et de liberté. Donc, ce que le Mali avait fait allait dans ce sens-là. Mais le Mali allait tellement loin que le Burkina Faso ne pourrait pas faire moins. Si le Burkina Faso peut faire moins, ça veut dire que le Burkina Faso n'accepte pas de devenir souverain. Ce que le Mali est en train de faire, particulièrement aux Nations Unies, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, qui va amener à remettre en question l'organisation même des Nations Unies et qui va déboucher certainement sur un nouveau monde. Et justement, de Ouagadougou à Bamako, on y arrive. On parle de cette récussion du rôle de porte-plume de la France, bien sûr, envers le Mali. Le Mali a décidé de retirer cette responsabilité à la France, de négocier et de rédiger les résolutions, bien sûr, qui concernent son pays. C'est dire que on essaye par là de passer un message finalement aux Nations Unies, surtout au Conseil de sécurité, par exemple, car ce même Conseil a été saisi et jusqu'ici aucune réponse n'a été donnée. Parce que malheureusement, l'ONU est organisée telle qu'elle est organisée. Elle est organisée pour soutenir en fait les nations de l'Occident, particulièrement l'OTAN. Mais expliquons déjà à nos auditeurs ce qu'on appelle porte-plume à l'ONU. Je vais lire deux textes. Le premier, c'est un résumé, si vous voulez, il y a une note 507 du Conseil de sécurité. C'est cette note-là qui définit ce qu'on appelle porte-plume. Tout le monde peut l'être. Mais porte-plume, ce sont des États, des délégations qui sont chargés de rédiger les projets de résolution au sein du Conseil de sécurité. Mais il faut savoir qu'au-delà de la rédaction de ces résolutions, le porte-plume préside les négociations ultérieures. Prend l'initiative sur toutes les activités du Conseil de sécurité concernant un conflit donné, telles que la tenue des réunions urgentes, l'organisation du débat ouvert et la gestion de missions de visite. Il faut noter que les pays qui occupent la plupart du temps ce rôle, c'est la France, c'est le Royaume-Uni et c'est les États-Unis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est cela. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il faut entendre. Et ça vient de... C'est quelque chose qui a été dit par le député, qu'est-ce que je raconte, qui définit la fonction de façon plus précise, la fonction, de façon détaillée, pas plus précise, de façon détaillée, la fonction de porte-plume. Et c'est une intervention de Madame Shebaz Gassri, qui est coordonnatrice politique de la représentation permanente de la France aux Nations Unies. Elle s'exprimait au Conseil de sécurité en format ARIA, c'est-à-dire en public, à New York, le 11 août 2022. Voici ce qu'elle dit. La légitimité et l'effectivité d'un porte-plume reposent sur sa capacité à travailler avec les autorités nationales et les pays concernés, avec les organisations régionales pertinentes, mais aussi avec le reste des parties prenantes, dont la société civile et les agences des Nations Unies, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale. Il s'agit de proposer sur tout sujet des compromis, de créer des consensus pour permettre au Conseil de remplir ses prérogatives, plutôt qu'à faire primer sa position nationale, de chercher à déposséder le Conseil de sécurité de son mandat, au risque de paralyser notre organisation. L'usage répété, etc., etc., etc. Que veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire et que disait le texte précédent? Cela voulait dire une chose simple. Ça veut dire qu'au fond, c'est ceux qui ont le rôle de porte-plume qui décident, par exemple, des missions des Nations Unies pour la
sécurisation des pays. La MINUSMA n'a pas été décidée parce qu'il y a quelqu'un qui... parce que le Conseil de sécurité en a décidé ici. C'est la personne qui a joué le rôle de porte-plume, qui a aiguillé les Nations Unies pour que cette mission soit créée. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand une nation est porte-plume dans un conflit, elle décide de l'avenir d'un pays. Et c'est ça que le Mali décide, c'est ça que le Mali décide de mettre fin. En fait, la position, la récusation du Mali soulève deux questions très très importantes. La question du leadership à l'ONU et la question de la légitimité des porte-plumes. Commençons par la deuxième question. La question de la légitimité. Madame Chasse, excusez-moi, c'est un nom compliqué. Madame Gassery, Madame Chebas Gassery, dans son propos, ce qu'elle met en évidence, sans s'en rendre compte, c'est que le porte-plume doit, parce qu'elle le dit clairement, doit avoir la capacité de travailler avec les autorités. Et aujourd'hui, on constate très bien que les Français ont du mal à travailler avec les Maliens. Donc, à partir de là, il est quand même incompréhensible que les Français continuent à être le porte-plume. Parce que demain, qu'est-ce que les Français voudront? Puisqu'ils ne font que répéter qu'il faut que les Européens restent dans le Sahel, qu'il faut transformer les bases militaires françaises en académies militaires, comme si les pays dans lesquels ces bases se trouvent n'ont pas d'académie militaire, n'ont pas d'école militaire, et donc forcément, et c'est ces gens qui organisent, le porte-plume qui organise des descentes sur le terrain, les visites, les inspections, etc. Donc vous imaginez, ça veut dire que le Mali va faire partir Barkhane Takuba, et puis il va se retrouver avec la France qui revient par la fenêtre. Donc je crois que c'est ça que le Mali récuse. Donc il y a une question de légitimité et surtout le problème qu'il y a entre le Mali et la France, à savoir qui est pendant devant le Conseil de sécurité, à savoir que le Mali a porté plainte contre la France, mais ça fait pratiquement plus de 6 mois que ce n'est pas pris en considération, c'est pas mis à l'ordre du jour. Ça pose un problème de légitimité puisqu'il y a conflit d'intérêts. En effet. Donc c'est ce conflit d'intérêts que le Mali met en évidence pour dire, dans le cadre de nos relations, il y a un conflit d'intérêts. Donc ces gens ne peuvent pas continuer à être ceux qui rédigent les résolutions nous concernant, ceux qui organisent qui mènent les négociations. Alors c'est quand même curieux. Le Mali est en conflit ouvert avec la France, et puis c'est la France qui mène les négociations sur les questions qui concernent la sécurité du Mali. Qu'est-ce que vous attendez que la France va faire? Donc c'est ce problème-là, et c'est donc un problème de légitimité des porte-plumes. Est-ce qu'ils sont légitimes pour rédiger les résolutions? Ça va amener beaucoup de pays à remettre en question cela. Si vous prenez aujourd'hui les problèmes, les conflits devant le Conseil de sécurité, ces 3 pays que j'ai cités représentent pratiquement les 2/3 des porte-plumes, occupent 2/3 des positions de porte-plume. Ça veut dire que ces pays influencent en fait totalement le travail du Conseil de sécurité. C'est ça le deuxième problème que je soulevais, celui de leadership. Ce que le Mali fait là, en fait, c'est de mettre en difficulté le leadership français à l'ONU. Et ce leadership-là qui se manifestait donc par la capacité de ces 3 pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, de guier le Conseil de sécurité dans certaines perspectives, eh bien aujourd'hui, ça va être remis en question. Il faut noter que tout membre du Conseil, tout membre de l'ONU peut être porte-plume. Il suffit d'être désigné. Tout membre du Conseil peut l'être. Donc, aujourd'hui, je crois que ce qui se passe, c'est que, sans qu'on s'en rende compte, mais on fait une remise en question de la structure du leadership au niveau de l'ONU. Parce que après, ces pays-là, évidemment, quand ils ont aiguillé les Nations Unies, quand ils ont inspiré, structuré en réalité ce qui va devenir la résolution des Nations Unies, l'activité et les opérations des Nations Unies, forcément, ces pays bénéficient prioritairement de tout ce qui peut être appel d'offres dans le cadre des missions des Nations Unies. Quand ces pays organisent des visites d'inspection, des descentes sur le terrain, etc., ces pays ne vont pas aller solliciter des experts ou des consultants qui viennent de pays autres que les leurs. Donc, il y a en réalité tout un écosystème économique autour de cette question du porte-plume. Et cet écosystème économique, c'est là où il faut aller casser tout cela, parce que ça favorise un certain nombre de nations aux Nations Unies. Si vous dites aujourd'hui que le porte-plume va être la Guinée équatoriale, ou va être le Botswana, ou le Cameroun, ou je sais pas moi, la Gambie, eh bien, ça
peut-être beaucoup plus de sens parce que ces pays n'ont aucun conflit avec le Mali. Peut-être la Chine ou la Mongolie ou la Finlande ou la Suède ou le, je sais pas moi, le Salvador ou la Colombie, ces pays n'ont aucun problème avec le Mali. Mais si c'est la France, ça pose problème. L'Allemagne, ça pose problème. Ils sont dans tous ces pays qui sont dans Takuba, ça pose problème. Tous ces pays de l'Union européenne qui ont frontalement condamné le Mali, etc., ça va poser problème. Oui. Donc, il y a là une réorganisation proposée par le Mali en termes de légitimité, mais également en termes de leadership au niveau du Conseil national, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais est-ce que s'il suffit de faire tout cela pour, c'est vrai, se débarrasser d'une certaine manière d'une écharde, appelons ça ainsi, est-ce qu'il suffit réellement uniquement de tout cela? Parce que on rappelle quand même que l'ONU, comme on a l'habitude de le dire, n'est pas constituée pour aider les pays africains, n'est pas constituée pour leur tenir la main en réalité. Alors, évincer la France laisse tout de même la place aux États-Unis et à l'Angleterre, qui sont, ma foi, un peu comme l'ombre de la France, ou même, je dirais, la deuxième et la troisième voie. Le Mali règle le problème du Mali, pas forcément le problème de toute l'ONU. Pour le moment, il s'agit de régler le problème du Mali. Et le porte-plume du Mali à l'ONU, c'était la France. Oui. Donc, le Mali commence par récuser la France comme porte-plume. Mais l'impact de cette récusation, c'est que tous les autres pays vont se demander, ouais, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on laisse tous ces pays-là être nos porte-plumes alors qu'on a d'éventuels conflits d'intérêts ou même de réels conflits d'intérêts? Oui. C'est ça le plus intéressant. Et à partir du moment où le Mali, lui, n'a pas besoin de se débarrasser de l'ONU, le Mali a besoin de se débarrasser de la France. C'est elle qui a permis qu'on crée la MINUSMA. Et le Mali n'est pas content de la MINUSMA et elle a demandé que la MINUSMA, cette année, parte. Donc, elle met en réalité en jeu une batterie juridique qui lui permet de se débarrasser à la fois de la France et des excroissances du leadership français sur le Mali à l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est très important de voir cette dynamique-là qui se déploie et qui montre toute la finesse de la réflexion diplomatique malienne. En effet. Et surtout toute la capacité des Africains à réfléchir de façon complexe. Et ça, c'est pas forcément la meilleure façon, l'approche de l'Occident. Et cette approche complexe va être ce qui va nous permettre de nous débarrasser. Vous dites il suffit, non, il suffit pas. Vous le dites comme ça, mais j'imagine que c'est un appel à interroger en fait cette démarche. Non, il suffit pas. Le Mali, de toute façon, a des résultats probants, des résultats palpables. Et là, il est question tout simplement de sortir, là encore on est dans une camisole de force, de sortir progressivement de tout cela pour conquérir sa souveraineté. Est-ce qu'on va forcément faire tourner les armes partout et n'importe comment? Non. Les armes, les Africains n'aimeraient qu'une chose, c'est que ça cesse de tonner. Justement. Et qu'on puisse enfin entendre un grand silence de la Méditerranée à l'océan Indien, de l'océan Atlantique à la mer d'Arabie, à la mer Rouge. C'est ce que les Africains aimeraient entendre. Le problème, c'est que pour qu'on y arrive, on doit démêler tous les chevaux du système juridique international qui, malheureusement, donne encore des droits superflus à un certain nombre de pays sur l'Afrique. Et ça, c'est ce que le Mali fait. En même temps, ça va nous permettre de dénoncer et de détruire progressivement, ou disons, plutôt de diminuer progressivement le leadership occidental sur le monde, à l'ONU et sur particulièrement j'aurais dit en Afrique. Déconstruire peut-être. Pour le moment, l'objectif, c'est pas la déconstruction. Oui. La déconstruction, c'est la diminution. Pour le moment, c'est diminuer. Le Mali s'en sort, l'Afrique s'en sort, ça diminue le leadership, ça diminue l'influence. Et la déconstruction, en fait, si vous voulez, c'est comme une espèce de... ça va se faire comme une déflagration. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tout ça est diminué à un point critique, ça explose et il n'y en a plus. Donc, l'objectif des Africains, c'est pas de déconstruire, parce que déconstruire, ce serait, encore que sur le plan intellectuel, c'est déconstruire aujourd'hui. Sur le plan politique et diplomatique, on est en train d'y travailler. Ce que le Mali fait là, la déconstruction, c'est un processus.
Par contre, la diminution, c'est les étapes. C'est-à-dire qu'une étape après une autre, on constate une diminution. Mais la déconstruction, c'est un processus qui, à un moment donné, fait qu'on a réduit presque à néant ce qui s'est fait, et c'est ça, déconstruire. Donc, ça, c'est ce que nous visons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à faire? La chose que nous avons à faire, c'est progressivement de diminuer cette influence pour justement déconstruire ce qui existait déjà. Et certains parlent de démanteler également. Démanteler est plus opérationnel. Oui. C'est démanteler, c'est beaucoup plus opérationnel. C'est-à-dire que ce à quoi on arrive, c'est par exemple, on peut démanteler le Conseil de sécurité, c'est-à-dire le réorganiser, le restructurer, qu'il devienne autre chose. C'est un démantèlement. Qu'il devienne un vrai Conseil de sécurité. Je ne sais pas. J'ai une proposition que je fais souvent. J'estime d'ailleurs que l'ONU, il faut la réformer très rapidement et il faudra commencer par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité tel qu'il est organisé en fait dans un monde qui se fonde sur quelque chose de terrible, hein, qui se fonde sur des bases totalement racistes et sur des bases suprémacistes et hégémoniques de l'Occident. Parce que le Conseil de sécurité signifie clairement que les Occidentaux disent « nous sommes les civilisés, nos États n'ont pas à être les égaux des autres ». On peut encore accepter la Chine comme membre du Conseil de sécurité, tout simplement parce que c'est un grand marché et que, en fait, nous ne pouvons pas faire sans la Chine. C'est nous qui décidons qui est notre égal, les autres ne le sont pas. Donc l'Afrique, oubliez, ne peuvent pas être siégés au Conseil de sécurité, les nations d'Amérique du Sud, pas du tout, les nations asiatiques, on n'en veut pas. Ça se fonde sur les théories racistes des Gobineau et de Henry Morgan, etc. Et c'est l'idée de tout l'impérialisme occidental au 19e siècle. C'est-à-dire que l'Occident considère qu'il est supérieur à tous les autres. L'Europe considère qu'elle est supérieure. Et puis ce que j'appelle seulement l'ethnie européenne, ça va être dans les États-Unis, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis tous ces pays, Argentine, etc. Ils considèrent qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Et cette supériorité, ils la manifestent par le fait, par exemple, que l'ONU est l'Organisation des Nations Unies, mais au fond, le vrai pouvoir se trouve au Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, ils vont dire, oui, mais c'est nous qui décidons. Et c'est pour ça que c'est eux les porte-plumes de tout le monde. Parce que c'est eux qui décident, en fait. Pour avoir la main mise, finalement. C'est cette influence dont je parle. C'est ce leadership dont je parle qui est en train d'être déconstruit progressivement par sa diminution, du fait de ce que le Mali peut organiser. Je crois que si nous voulons un monde de paix, ce qu'on dit Conseil de sécurité, si nous voulons que le monde soit en sécurité, c'est pas de cette façon-là. Si nous voulons que le monde soit en sécurité, on crée un Conseil de sécurité, et ce Conseil de sécurité des Nations Unies c'est pas les pays qui viennent le représenter, il a des représentants par continent. Et chaque continent s'entend pour déléguer un représentant. Soit vous avez une diplomatie continentale, soit vous décidez que c'est un pays qui vous représente pendant un certain temps. Et du coup, vous voyez que les continents sont obligés de s'entendre. Vous voulez un représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Amérique, les États-Unis sont obligés de s'entendre avec tous les pays américains. Vous en voulez un qui soit de l'Europe, la France, l'Angleterre, tout ce monde est obligé, les Européens sont obligés de s'entendre. Vous voulez que ce soit l'Afrique, il y a un pays, les Africains sont obligés de s'entendre. Soit ils créent les États-Unis d'Afrique, ils ont dans leur ministre des Affaires étrangères qui va aller les représenter, soit ils s'entendent d'avoir une diplomatie africaine unique et il y a quelqu'un qui va, donc ce diplomate va les représenter, soit ils s'entendent pour que l'un des pays va les représenter. Donc vous êtes obligés de vous entendre. Ça fait qu'au niveau mondial, on ne peut parler que de la vraie sécurité parce que tout le monde s'est d'abord entendu. C'est la même chose en Asie. Et du coup, vous voyez que le monde est totalement différent. Et c'est cette capacité des Africains à projeter un monde où les gens peuvent s'entendre sans forcément faire de très longs discours qui inquiètent les Occidentaux. Ce que je viens de dire là, si vous voulez, vous parliez de déconstruire totalement le discours hégémonique et la structuration hégémonique du monde par l'Occident. C'est tout. Et ça, c'est quelque chose qui doit arriver très rapidement. Et si ça n'arrive pas, ça va être un gros problème. Parce que le monde va sombrer dans des conflits de plus en plus graves. Parce qu'il y a de plus en plus de pays qui produisent des armes. Et qu'il y a de plus en plus d'armes à travers le monde. Et que ces armes sont de plus en plus sophistiquées. Et ont une capacité de destruction massive de plus en plus importante. Qu'est-ce que nous voulons? Avoir de la descendance ou simplement détruire l'humanité aujourd'hui?
Merci, docteur Yamtimba. Eh bien, ce qui me permet d'interroger également, en fait, d'entrer dans une autre sorte d'interrogation, c'est que le Mali décide donc d'arracher ce pouvoir à la France, de négocier, de prendre des résolutions, même, je dirais, des décisions, ou alors d'influencer sur les décisions des autres, aussi bien au sein du Conseil de sécurité qu'ailleurs. Et lorsqu'il le fait, le Mali ou alors Bamako, puisqu'on parle de ce pays-là, c'est aussi pour montrer au Conseil de sécurité des Nations Unies que, bon, ok, on vous a dit, parce que d'ailleurs dans le communiqué c'est bien mentionné, on vous a dit il y a de cela quelques mois que nous avions des preuves d'une agression, des preuves d'un soutien au terrorisme. On vous a fait comprendre que, voilà, nous n'étions pas contents de la France sur notre territoire, mais vous n'avez rien fait. Bon, comme vous ne voulez rien faire, voilà ce que nous entreprenons de faire. Ça peut se comprendre comme ça, mais c'est pas la démarche du Mali. La démarche du Mali, c'est qu'il y a manifestement un conflit d'intérêts, c'est tout. Oui. C'est pas, le Mali n'est pas dans une attitude de vieille mégère qui fait du chantage à son mari. Pas du tout. Le Mali est dans une attitude en fait, c'est une stratégie d'escalade. Nous sommes venus, la première étape, ça va être de se plaindre de la France, et puis en se plaignant de la France, ça va révéler un conflit d'intérêts, et dans le cadre d'un conflit d'intérêts, on ne peut pas continuer à l'avoir comme porte-plume, point. Tout simplement. C'est cohérent, c'est logique, c'est oui. tout. Le Mali est froid, il est tranquille, il est, comment on dit, le Mali est dans une élégance intellectuelle, dans une sorte de une politique très éloignée, fine et éloignée en fait. Jamais dans les affronts directs. Non, pas du tout. Le Mali est dans ce qui caractérise fondamentalement les Africains, une certaine élégance intellectuelle, un certain raffinement conceptuel et une délicatesse dans l'abord des problèmes et dans leur gestion. On n'est pas grossier. Pas de gesticulation, on ne brandit pas les émotions. Non, on n'est pas grossier, on n'est pas brutal, on n'est pas... non, pas du tout. Mais on est dans une certaine élégance, mais avec fermeté, avec rigueur, et qui permet d'avancer progressivement et d'asseoir, en fait, la stratégie qu'on a mise en place, de déployer la stratégie qu'on a conçue, et de pouvoir conquérir les espaces de souveraineté, les espaces d'existence qui nous permettent d'être souverains. Voilà comment le Mali évolue. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une leçon de diplomatie que le Mali offre au monde. C'est une leçon d'élégance, de grandeur, de raffinement, de prestance, de prestige même, que le Mali offre à tous les pays du monde pour dire on peut régler les problèmes en restant courtois, en étant très élégant, mais tout en étant ferme. En respectant les autres, mais tout en étant particulièrement ferme. Et ce qui va se produire là, c'est que de manière... Ça, c'est le genre de récusation pour lesquelles l'ONU n'a pas... C'est-à-dire ces séances tenantes que ça prend effet. Il suffit de récuser, de dénoncer, et ça prend effet immédiat. Ça a un effet immédiat. Donc, à compter du moment où le Mali l'a fait, la France a cessé d'être son porte-plume. Puis du coup, beaucoup d'autres pays vont s'en inspirer. Et c'est ça la déconstruction. Oui. La déconstruction consiste à progressivement, pas détruire, à progressivement mettre fin à un certain nombre de pratiques. Et le fait de mettre fin à un certain nombre de pratiques et si vous voulez, dénoncer, non, pas du tout. Non, pas du tout. Le terme, c'est d'enlever un certain nombre de prérogatives indues à un certain nombre de nations. C'est ça qui va diminuer leur leader, leur prestige. C'est ça qui va diminuer leur influence. Et cette influence, on va la diminuer au point où elle va devenir nulle. Et de cette façon, on aura déconstruit totalement le paradigme qui existait avant. Il s'agit là également pour le Mali de se protéger. Parce que lorsqu'on parle de légitimité et même d'impartialité, c'est qu'aujourd'hui, le Mali, bon, tout le monde le sait, n'a jamais eu confiance en la France en ce qui concerne ses décisions. Il n'a jamais été heureux et même satisfait de ce qui s'est fait sur son territoire. Aujourd'hui, il le clame haut et fort que nous ne sommes pas contents, nous n'avons pas été satisfaits. Maintenant,
Nous n'avons pas confiance et nous soupçonnons votre impartialité dans les décisions à prendre à l'avenir. Maintenant, sans compter le conflit d'intérêts qu'il peut bien avoir, parce que difficilement, si moi j'ai un conflit avec vous devant les tribunaux et qu'on vous donne quand même la possibilité de décider pour ma vie en public, je crois que votre décision n'aura pas un très bon penchant. Je suis un type gentil. Peut-être vous, oui. Je suis un type gentil. Je vais tenir compte du fait que vous êtes un être humain. Le Mali n'a pas un problème de confiance avec la France. C'est la France qui a un problème de confiance avec le Mali. Oui. La France croit que le Mali n'a plus confiance en elle. Le Mali ne s'est jamais retrouvé dans une situation où elle devait avoir confiance en la France. Quand les Français sont arrivés avec les canons, avec les fusils, avec les bombes, ils n'ont pas demandé l'avis des Maliens. Donc les Maliens n'ont pas eu le temps de s'interroger s'ils pouvaient avoir confiance ou pas en la France. Pas du tout. Ils sont pas dans... Et c'est ça tout le problème. C'est-à-dire pour les Européens, d'être là à demander des gages aux gens. Ils disent, ouais, donnez-nous des gages. Est-ce qu'on a confiance en vous? Vous avez le ressentiment anti-français. Tout ça. Ils sont sur un registre émotionnel qui est quand même plutôt curieux parce que les Africains, ils ne sont pas là-dessus. Les Africains sont sur le Mali et sur la gestion diplomatique, sur une rationalité des relations internationales et du droit international. Tout est sur le plan technique. Hein. Point. On ne fait que de la technique diplomatique et juridique qui dit voici comment on va conquérir notre souveraineté. Donc, il faut qu'on dénonce ça et on ne doit plus avoir ceci. Il faut sortir de cette camisole de force. Il ne faut plus suivre ceci. C'est tout. C'est de la technique pure qui n'a rien à voir avec toutes ces si vous voulez, toutes ces déclamations émotionnelles que l'on entend à gauche et à droite. Les braderies. Non, c'est des déclamations émotionnelles. Oui. C'est-à-dire que vous avez les autorités françaises de manière générale qui sont toujours en train de demander des gages à tel président africain, sont toujours en train de demander qu'on ait confiance, qui sont toujours en train de dire « Oh, nous ne nous aime pas ». Nous sommes le bouc émissaire. Les gens ne sont pas sur le registre émotionnel, ça ne les intéresse pas. Les gens sont sur un registre technique. Lorsque vous voulez conquérir la souveraineté de votre pays, eh bien, ce que vous avez à faire, c'est purement et simplement de la technique juridique, c'est purement et simplement de la technique diplomatique, c'est purement et simplement de la technique militaire, c'est tout. Il y a bien d'autres pays africains dont on attend cette technique, ce type de réaction. Il va sans dire que ce ne sont pas des réactions, comme certains l'ont souvent dit, bon, c'est des hommes d'armée, du coup les réactions sont du tic au tac, ce sont des démarches bien préparées, ce sont des démarches bien calculées, comme on peut le constater du côté du Mali, et aujourd'hui la même chose du côté du Burkina Faso. Alors il y a des gouvernements centrafricains qui vivent pratiquement la même chose, qui subissent de telles agressions, mais qui n'ont pas les mêmes façons de réagir. On dira que les pays sont différents, les réalités sont différentes, ou encore la politique en place est différente. Mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment qu'il y ait une sorte de bloc, une sorte de, je vais pas dire un ramassis de pays, mais une sorte de bloc qui opère dans la même direction, comme on voit aujourd'hui le Mali et le Burkina Faso le faire, qui opère dans la même direction pour permettre à l'Afrique, à cette Afrique qui a soif de cette souveraineté, de la récupérer, d'être un peu plus forte justement. Ça viendra. Ça viendra. Je pense que les réalités ne sont pas forcément les mêmes, les cultures, mais les attaques, elles sont les mêmes. Les personnalités des uns et des autres, oui, mais après, l'histoire est faite avec la personnalité des gens. Oui. L'histoire est faite avec le parcours personnel de chacun. L'histoire est faite avec des contraintes très particulière. Là, vous parlez de Centrafrique, c'est 300 milliards, moins de 300 milliards de francs CFA de budget. Le Mali, c'est 2150 milliards. C'est pas les mêmes ordres de, si vous voulez, de ressources. Oui. Vous parlez du Mali, c'est 20 millions d'habitants. Le Centrafrique, c'est 6 millions. Vous parlez donc c'est très différent. Mais il reste que ces gens-là poursuivent le même but, la souveraineté pour leur peuple, pour leur pays, la liberté de leur peuple, le bonheur de leur peuple. Je pense qu'il va y avoir à un moment ou à un autre une coalition des Africains. Ça commence quelque part et on est bien obligé à un moment ou à un autre aussi d'arriver nécessairement à s'unir pour vivre. Lorsque Kwame Nkrumah dit Africa must unite, c'est pas une vue de l'esprit. Parce que quand il regarde le monde,
il se dit, si l'Afrique n'est pas unie, elle s'en sortira pas. Et je crois que Kwame Nkrumah, c'est très ancien. Au moins les 50 dernières années ont eu le temps de nous prouver qu'il avait raison. Et il est temps que les Africains se mettent ensemble. Je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que cette dynamique qui s'exprime de façon assez forte et opérationnelle dans les pays que sont la Guinée, le Burkina, le Mali et la RCA devrait être un bon prétexte pour pouvoir arriver à créer peut-être, si vous voulez, un État entre les quatre. Le problème, c'est quand même que le manque de continuité territoriale est tel que ça peut être un peu difficile. Mais déjà, nous apprécions l'idée de la fédération entre le Burkina, le Mali et la Guinée. On espère que ça va se faire et que de proche en proche, quelque chose va se faire. Dans le cas de la Centrafrique, dans le cas du Centrafrique, je crois qu'il y a la dynamique de fusion de la CEAC, CEMAC, qui va nous permettre en fait de pouvoir profiter de tout ce qui s'est fait en RCA. Ce pays a montré la voie pour tous les pays qui aimeraient bien se libérer, pour tous les pays qui aujourd'hui pourraient se débarrasser des terroristes et des mercenaires qui viennent s'aimer le chaos et la pagaille. Je crois que beaucoup de pays vont s'en inspirer. Mais la chance quand même, à la différence par exemple de l'Afrique centrale, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements de ce genre-là. Mais toujours est-il que tout ce que nous espérons, c'est qu'à terme, les pays africains s'unissent. Ça commencera par 2, 3, 4 pays, mais on va y arriver. Et on va y arriver avec d'autant plus d'assurance de notre part aujourd'hui que cela se fera, que nous commençons à voir que c'est l'une des choses qui font trembler le reste du monde. À peine le Mali et le Burkina ont annoncé la possibilité d'une fédération avec la Guinée, que le monde entier a tollé un lever de bouclier à travers le monde. Mais c'est normal. Le Mali et le Burkina et la Guinée, ces trois pays-là ont à peu près la même population, autour de 20 millions d'habitants chacun. Mais quand vous les mettez ensemble, ça fait 60 millions d'habitants. C'est l'équivalent de la population française, c'est un peu plus que la Grande-Bretagne, un peu plus que l'Italie. C'est l'équivalent c'est plus que toute la Scandinavie. Ça devient des espaces extrêmement importants. C'est près de 2 millions de kilomètres carrés, 1,7 quelque chose de kilomètres carrés. C'est énorme. C'est énorme. Donc, nous avons besoin de ces grands espaces, de ces grands ensembles pour être sûr que nous construisons quelque chose de structuré, de solide et quelque chose qui oblige les autres à nous respecter. J'ai l'habitude de dire que si nous voulons aujourd'hui que l'Afrique centrale soit respectée, si nous voulons aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest soit respectée, eh bien, je crois qu'il faut faire certaines choses. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Oui. Si il existait un État de l'Afrique centrale, un État de l'Afrique de l'Ouest, ce qui s'est passé en Tunisie n'aurait jamais eu lieu. S'il existait un État de l'Afrique centrale, ce qui s'est passé au Gabon, là, le fameux sommet bizarre, n'aurait jamais eu lieu. Jamais. Mais vous êtes de petits espaces, des sortes de petits prés quelque part. C'est normal que les gens fassent tout ce qu'ils veulent. Alors que si vous avez des espaces beaucoup plus grands, qui sont donc beaucoup plus puissants, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et beaucoup mieux mené aussi, peut-être. Cela induit dans ce que je dis, à savoir que si vous avez ça va de pair. Si vous avez de tels ensembles, le leadership doit être au niveau, doit être capable de les gérer. Donc, si vous avez l'état de la CEAC, 7 millions de kilomètres carrés, 300 millions d'habitants, vous devez avoir un président aussi compétent que Xi Jinping. S'il n'est pas aussi compétent, vous avez un problème. D'accord, merci Dr Yam Timba. Voilà quelques phrases qui nous permettent de sortir de ce programme dans cette dernière édition de la semaine. Nous étions ensemble, Dr Yam Timba, pour parler justement de Bamako qui recuse le statut de porte-plume de Paris et de Ouagadougou qui dénonçait les accords secrets de 1961. Paris est donc sur la mauvaise pente, ou alors sur une mauvaise pente, on s'est interrogé, mais on a bien compris que
L'objectif n'est pas de mettre Paris en difficulté, mais de récupérer sa souveraineté, de se battre pour la garder et puis de bien la serrer tout simplement. Alors Dr Yam Timba, merci pour votre regard panafricain partagé avec nous ce soir. On vous dit à la prochaine pour un autre programme. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, madame. Ce fut un plaisir également d'être des vôtres. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes Internet, Facebook et YouTube, de nous avoir écoutés sur l'application à télécharger sur Play Store ainsi que sur nos antennes sur la 96.3 FM. Les programmes et l'information se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir à tous.